On démarre donc avec Wilfried Galland, stratégiste, Montpensier Finance. Salut Wilfried. Bonjour Stéphane. Alors d'abord, première chose, puisqu'on est d'ailleurs assez régulièrement quand on se voit, on est sur des records. Ouais, c'est marrant. Donc voilà, là on est en train de casser les records de 2007 quand même en ce qui concerne Paris. On n'est pas loin de 2007, on est encore loin de 2000, mais on est quasiment sur les chiffres de 2007, quoi, sur les 6180. Donc là, on est un petit peu en dessous, mais on y arrive. Avec un point, alors qu'on n'avait pas vu depuis très 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 longtemps, c'est que Paris fait la course en tête. Ouais. Des places boursières. Alors on va laisser de côté la tech américaine, mais même peut-être d'ailleurs devant la tech américaine. Oui, tout à fait. Hein, le Nasdaq c'est à peu près 5% depuis le début de l'année contre à peu près 10 pour le CAC. Bon, en même temps, ça faisait toujours le problème de où est-ce qu'on commence. Tout à fait. Mais il y a des éléments structurels qui permettent d'expliquer ça, ou c'est juste qu'on était tellement en retard qu'à un moment les gars se sont dit attendez les Français. Là, on a à l'intérieur du CAC quelques moteurs. Alors on a le moteur celui-là ne s'arrête jamais, c'est celui du luxe. Ouais. Voilà. De toute façon, il est inexorable et quasiment quelle que soit la conjoncture, il fonctionne. Et puis on en a deux qui fonctionnaient très très mal l'année dernière et qui fonctionnent beaucoup mieux. C'est tout ce qui est autour du transport, du tourisme et de l'aéronautique, qui était effectivement très très en difficulté l'année dernière et qui cette année bénéficie beaucoup. La puissance d'Airbus. Exactement, Airbus, Safran, voilà, nous donne des effets de rattrapage. En fait, c'est très très bienvenu quand même pour montrer aussi, parce qu'on est dans un monde de chiffres, que l'Europe n'est pas nécessairement destinée à faire toujours, y compris d'un point de vue boursier, beaucoup moins bien tout le temps que les États-Unis. Bon, alors effectivement, ça dépend quel point de départ on a. Oui, mais au moins depuis le début de l'année, c'est pas mal. Mais tu poses la question, on en parlait ensemble la dernière fois que tu es venu, Wilfried. Depuis, on a gagné 3 000 milliards de plus. C'est-à-dire que déjà, c'était 25% du PIB. Alors, c'est un peu compliqué, c'est sur 2 exercices fiscaux, mais là, on doit être à 30-35% du PIB lâché par Joe Biden et par Donald Trump en termes de plan de relance. Si on prend en compte le futur plan d'infrastructure, oui. Et si on prend en compte, oui, effectivement. Donc, à un moment, forcément, ça va se voir, ça, sur les potentiels de croissance, non ? Alors, ça va se voir. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est un rattrapage conjoncturel. C'est-à-dire que quand on regarde ce que font véritablement les plans de croissance, on compense l'absence de demande en injectant directement de la demande potentielle dans l'économie. Ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, en tout cas ce qu'on ne voit pas encore complètement se dessiner, c'est augmenter le potentiel par l'augmentation des investissements. Le véritable problème des Américains, en 2022, 2023, 2024. C'est pour ça que les prévisions 2022 ne sont pas si extraordinaires que ça. 2021, probablement, on va être autour de 8% de croissance. Hein, un truc de fou aux États-Unis. Peut-être même qu'ils vont battre la Chine en 2021. Mais parce qu'en fait, on va tellement injecter d'argent dans le moteur immédiat, hein, qui est quasiment c'est un moteur qu'on booste, mais dont on n'augmente pas la cylindrée. La question, c'est comment est-ce qu'on peut augmenter la cylindrée ? C'est le but du plan d'infrastructure. C'est d'arriver effectivement à faire que dans les infrastructures physiques, on en parle beaucoup aux États-Unis, mais aussi numériques, infrastructures de santé, il y a beaucoup de choses à faire sur l'éducation. Comment est-ce qu'effectivement on remonte le potentiel de croissance ? Pour l'instant, on n'y est pas encore. Et quand on voit ce chiffre qui donne quand même un peu le vertige, 1 million d'emplois créés en un mois. C'est incroyable. Ah, mais c'est incroyable. 1 million d'emplois en un mois. Oui, sauf que non. Ça fait, en gros, c'est des restos fermés qui rouvrent. Donc, alors, ce qu'on voit aujourd'hui, effectivement, dans le détail, gens, en fait, qui retrouvent leur emploi. Finalement. Ce qu'on voit dans le détail, hein, des créations d'emplois, c'est on a une toute petite partie aujourd'hui maintenant sur l'industrie manufacturière, déjà parce qu'ils trouvent plus. En fait, ils ne trouvent plus de personnel suffisamment formé, donc ils n'arrivent plus à en créer beaucoup. Ce qui était le cas avant le Covid. Et on a effectivement les emplois de service qui commencent à repartir. Ce qui fait aussi qu'effectivement, on ne voit pas non plus énormément d'inflation aujourd'hui dans les salaires, parce que ce n'est pas avec les emplois de service qu'on crée beaucoup d'inflation dans les salaires. Donc, c'est pour ça que les équilibres globalement de marché sont bons, les équilibres économiques et sociaux ne sont pas encore complètement là. C'est pour ça aussi que la Banque centrale américaine n'arrête pas de nous dire attention, quand on regarde le détail, quand on regarde ce que vivent aujourd'hui les Américains, oui, les chiffres sont bons. D'un autre côté, quand on regarde le taux de chômage étendu, ce que les Américains appellent, c'est un peu technique, appellent le U6, donc Unemployment catégorie 6 et non pas catégorie 2, ce qu'on regarde le fameux 6%. Y compris ceux qui ont renoncé à chercher du travail. Ceux qui ont renoncé, les temps partiels contraints, voilà, tout ce qui n'est pas optimum, on est autour de 10% de chômage encore. Hein. Donc on est encore loin des niveaux qu'on avait, mais ça va très très vite. 1 million par mois. Mais ça va très vite. Voilà, ça va très vite. 3 millions de vaccinés par jour.
3 millions de personnes sont vaccinées Ah ouais. en ce moment aux États-Unis tous les jours. Voilà, c'est ce qu'on se disait. Tu disais, c'est le débarquement. C'est le débarquement, c'est la logistique Eisenhower. C'est ça. Voilà, et vous avez d'immenses vaccinodromes aux États-Unis et ça défile sans même sortir des voitures. Hein, c'est du. Non, mais c'est du. Ah ouais, mais c'est du drive-in. Au Texas, en Californie, vous sortez pas de la voiture, vous relevez la manche, paf, et c'est parti. Ouais, non, mais c'est extraordinaire. C'est une autre. Extraordinaire. Voilà, c'est quand ils s'y mettent Bon. véritablement, c'est Et extraordinaire. les impôts. Voilà. Donc, Ah, tu as le sentiment qu'on est peut-être sur un virage historique. ouais, tout à fait. Avec la volonté de Joe Biden, donc on reprend les chiffres. Le taux d'impôt sur les sociétés passerait de 21 à 28%. Trump l'avait fait baisser de 35 à 21%. Tout à fait. J'avais oublié la violence de la baisse Ah, tout à fait. qu'avait accordé Trump aux entreprises. Pourquoi est-ce que tu penses que là, on est avec une rupture et que les US vont donner le ton au reste du monde On sur les impôts? voit que les US, déjà dans énormément de domaines, les US donnent le ton. Et alors sur les impôts, il y a cette espèce de volonté de globalement à la fois réarmer la puissance publique. On va avoir besoin de gérer les équilibres budgétaires quand même à un moment donné. On ne peut pas tout faire reposer sur les taux bas et sur l'endettement. On voit bien que à un moment donné, Il va falloir envoyer un signe qu'on a encore le contrôle. voilà, Quoi. Merlin va pas pouvoir nous sauver éternellement, donc il va falloir envoyer un signe. Et puis, deuxième vocation des impôts, et c'est vrai que là, c'est peut-être un peu plus compliqué d'un point de vue économique, mais c'est un signal social. C'est-à-dire, aujourd'hui, on a de plus en plus de signaux qui montrent que, en fait, plus vous êtes puissant, plus votre puissance accélère, et plus vous êtes riche, plus votre richesse accélère depuis quelques années. C'est de plus en plus difficile à tenir d'un point de vue social. Donc l'augmentation des impôts a aussi vocation à dire je vais rééquilibrer tout ça en termes de justice. L'argument de Joe Biden, alors moi, je ne l'ai pas vérifié, hein, c'est dire il y a 95 sociétés au sein du S&P 500 qui ne payent absolument pas d'imposition. Oui, mais alors moi aussi j'ai vu ce chiffre. Je n'ai pas vérifié, je ne sais pas comment peut-être qu'elles ne sont pas bénéficiaires tout simplement. Enfin, je n'ai pas regardé, mais ça me paraît un peu étrange. Mais en tout cas, non, mais peut-être. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'effectivement, on a en plus aux États-Unis un code fiscal. On parle de haute complexité, mais qui est d'une complexité inouïe. Donc, gérer ça, ça va être compliqué. Le signal qui est donné, en particulier par Janet Yellen, avec un impôt minimum au niveau mondial, je trouve que c'est un signal extrêmement fort. Hein. Il y a eu plusieurs périodes dans l'histoire. Il y a eu la période qui avait commencé avec Hoover et Roosevelt. Ça a commencé, il ne faut pas oublier, ça a commencé avec Hoover. De remonter un peu les impôts, cette vision qui était très... ce que Popper appelait la vision constructiviste. C'est-à-dire je construis quelque chose de haut et j'ai besoin d'avoir des moyens, donc je remonte l'impôt sur les sociétés progressivement. Ça, c'est globalement jusqu'à Kennedy. Kennedy dit, là, je vais baisser les impôts. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a été populaire. C'était le premier, en fait, à baisser les impôts. C'est un mouvement qui s'est poursuivi, qui s'est accéléré. Reagan l'a conceptualisé avec toute l'école qu'on connaît. Et c'est arrivé effectivement avec Trump, avec ce taux extrêmement bas. Maintenant, on remonte. Mais c'était même... Alors, moi, je me souviens, parce que Thatcher, en fait, avait embrayé sur Reagan et... y compris la France en était venue à baisser le taux d'impôt sur la société, comme quoi, franchement. Et c'était même, moi je me souviens du red carpet de David Cameron, je me souviens de ce qui se passait pendant la campagne sur le Brexit, où c'était le paradis fiscal, on va vous faire Singapour sur Tamise, etc., etc. Et là, ça change complètement. Et y compris Boris Johnson, son chancelier de l'échiquier, qui va... Alors, les chiffres au UK, ça va remonter de 19 à 25% le taux d'impôt sur la société. On sent que le prix d'équilibre que beaucoup de gens ont en tête, c'est autour de 25%. C'est ça. Entre 25 et 30. Alors, Biden voudrait 28. On voit bien que certains sénateurs démocrates plus conservateurs ont ce chiffre de 25 en tête. Hein. Joe Manchin, le fameux sénateur de Virginie occidentale, qui fait un peu le pivot de la majorité, selon qui dit OK ou pas OK au plan budgétaire. Lui, il dit moi 25%, ça me va bien au-dessus. Voilà. Mais on sent qu'entre 25 et 30, c'est véritablement là où on sent qu'il y a un seuil psychologique qui est en train de se déclencher. Mais est-ce que ça veut dire qu'on renonce à cette histoire de... Parce qu'il y avait toute une logique que je trouvais très intéressante. Tu es sur une économie dématérialisée qui peut s'installer n'importe où, globalement. Et donc, on rentrait dans une espèce de concurrence fiscale mondiale. Et les ultra-libéraux, finalement, en étaient ravis en disant ça va donner plus de potentiel d'investissement aux entreprises et donc plus de potentiel pour construire la croissance. Je pense que c'est le retour de la philosophie du bien commun dont est garant les États. Et quand on a besoin du bien commun, et donc ce bien commun, on l'a vu se matérialiser très très concrètement avec la santé, avec la nécessité d'avoir un certain nombre de choses au sein de son périmètre national, il est important que ceci soit financé
par des entreprises qui sont nécessairement représentantes d'intérêts privés, mais qui ne peuvent pas, à elles toutes seules, faire fonctionner l'intégralité de la société. Tout à fait. Et donc, il est nécessaire de rééquilibrer les choses. La question, c'est comment est-ce qu'on le fait sans casser un certain nombre d'initiatives privées. On peut penser que, voilà, il y a un point d'équilibre à trouver, il y a surtout un point de discours en termes de stabilité à trouver. Pour moi, le point essentiel, c'est ça. Pour reprendre les formules qui sont les formules historiques, c'est le retour du big government par rapport, même si c'est plus britannique, à la big society de David Cameron, à la société de Margaret Thatcher. Ou ce serait le retour de ce qu'on appelle la benevolent hand plutôt que la main invisible, le invisible hand. En fait, c'est la main bienveillante par rapport à la main qui s'efface. Les entreprises ont quand même une part de responsabilité là-dessus. J'entendais Patrick Artus donner un chiffre qui m'a, soufflé. Sur les 10 dernières années, elles ont racheté la moitié des actions, les grandes entreprises, notamment américaines, la moitié des actions qui étaient disponibles sur le marché. C'est-à-dire, ces marges supplémentaires qu'on leur a données, en fait, elles n'en ont pas fait grand-chose pour améliorer la croissance. En fait, le véritable problème, c'est qu'elles ont montré qu'elles n'avaient pas beaucoup d'imagination de ce point de vue-là. Voilà. Et donc, quand vous n'avez pas beaucoup d'imagination, vous ne savez pas exactement où est-ce que vous allez investir votre argent, parce que vous dites, malgré les taux extrêmement bas, j'ai pas d'idée de projet qui va m'entraîner vers l'avenir avec un taux de rentabilité suffisant. Et donc, là aussi, pas de risque, en fait. C'est-à-dire, pas de problème, je vais racheter mes propres actions, comme ça, j'ai un taux de rentabilité qui sera immédiat. Et à force... Et j'enrichis des actionnaires qui, déjà, vont très très bien. J'enrichis les actionnaires, on peut dire enrichir les actionnaires, ça peut être une façon, justement... des histoires d'inégalités. Oui, voilà. Tu vois, tu creuses encore plus des inégalités. Voilà, je creuse des inégalités et... J'ai pas de projet qui m'emmène vers l'avenir. Le point totalement inverse, c'est une entreprise comme Amazon, où par exemple Jeff Bezos disait à chaque fois, moi je ne veux pas donner de dividendes parce que je réinvestis tout. Et systématiquement, de temps en temps, il coupait son bénéfice par action en disant non, mais moi le bénéfice par action je m'en fiche, ce que je veux c'est réinvestir dans un autre domaine. Et là on voit que ça crée maintenant des emplois. Il y en a beaucoup qui sont incapables aujourd'hui de faire ça. Et donc c'est véritablement ça le problème. Wilfried, juste pas oublier, parce qu'on va les entendre, c'est-à-dire Bruno Le Maire veut lui aussi finalement la même chose. Nous, on est au-dessus de ce fameux seuil d'équilibre de 25%. Ah oui, on est, voilà. Pas tellement, mais je crois qu'on est avec les dernières lois de finances, on est à 27,5, 28. 27,5 pour le tout venant et 26,5 pour les sociétés de moins de, je crois, 150 millions d'euros de chiffre d'affaires. Bon, voilà. Donc on n'y est pas encore, mais voilà. Oui, on n'a pas le même potentiel que les Américains ou que les Anglais. Pour nous, si on voulait rejoindre 25%, il faudrait continuer le mouvement de baisse. Voilà. Ça va faciliter juste rapidement cette réflexion. Est-ce que ça va faciliter ? Tu as parlé de l'impôt mondial minimum, qui est un peu complexe, mais en revanche, tout le débat sur la taxation des GAFA, où on a besoin des Américains. Forcément, le débat va être beaucoup plus fluide à partir du moment où on part d'une base, je vais dire philosophique, en tout cas une base de principe. Il faut que tout le monde contribue d'une façon qui soit minimale à des infrastructures qu'on considère comme étant essentielles pour la vie de nos concitoyens. Donc effectivement, ça va faciliter beaucoup les choses. Mais je ne suis pas d'accord avec toi quand tu dis, mais ça, tu le sais, quand tu dis Merlin ne va pas... En fait, je crois qu'il pourrait. Simplement, il faut croire à la magie pour que la magie fonctionne. Et il n'y a pas assez de gens qui y croient, en fait. Il faut croire à la magie généralisée. Et il faut croire à la magie généralisée. Voilà. Et donc, il ne faut pas qu'à un moment donné, il y ait un magicien dans l'assemblée de magiciens qui dit « Ouais, finalement, moi, je vais jouer à autre chose. » C'est ça. Voilà. Ou qui dit le fameux roi est nu, quoi. Exactement. Voilà. Ouais, tout à fait. Exactement. Bien, Wilfried Galland, stratégiste, Montpensier Finance, sur Bismart.